Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Seven Wonders Architect. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par Repos Productions et qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous envoyer une copie de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est une version simplifiée du très populaire Seven Wonders. Il nous vient donc du même auteur, M. Antoine Boza. Celui-ci se joue de 2 à 7 joueurs et les parties vont durer environ 25 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire. C'est un jeu de recrutement de cartes, de gestion de ressources et de collection d'ensemble dans lequel les joueurs vont tenter de marquer des points de plusieurs façons, dont construire les différentes parties de leur merveille, essayer de gagner des jetons de victoire militaire et essayer de gagner des jetons de progrès scientifique et de ramasser aussi les cartes civiles bleues qui donnent des points à la fin de la partie. Alors, Seven Wonders Architect, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de novembre 2021. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, chaque joueur va se choisir un des 7 coffrets qui représentent les villes qu'on peut incarner dans le jeu. À l'intérieur de son coffret, on va retrouver son deck de cartes ainsi que les 5 morceaux de sa merveille. On a aussi un aide de jeu sur le dessus des coffrets qui rappelle le pouvoir de cette ville. Tous les joueurs vont assembler leur merveille sur le côté face chantier visible et vont se fier au schéma de leur coffret pour pouvoir l'assembler correctement. Ils vont ensuite placer leur deck de cartes face visible entre leur zone de jeu et celle de leur voisin de gauche. On va mélanger les cartes neutres et on va les placer au centre de la table pour former une pioche face cachée. On va mélanger les jetons de progrès et on va les placer face cachée pour former une pioche au centre de la table et on va révéler face visible les 3 premiers jetons progrès de cette pioche. Selon le nombre de joueurs, on va prendre un certain nombre de jetons de conflit. Dans une partie à 3 joueurs, on en utilisera 3. Les autres seront remis dans la boîte de jeu et on va les placer face paix visible sur la table. On va former une réserve avec les jetons de victoire militaire au milieu de la table. Et finalement, on va placer le jeton du chat au centre de la table. Et finalement, on va déterminer un premier joueur. Ce sera le joueur le plus jeune qui va débuter la partie. Une partie de Seven Wonders Architect se joue à tour de rôle. À son tour, un joueur va aller recruter une carte parmi les 2 pioches qui sont d'un côté et l'autre de lui, ou bien sur la pioche centrale à l'aveuglette. Il va ensuite placer cette carte dans sa zone de jeu, et certaines cartes pourront nous faire différents effets, comme construire les étapes de notre merveille pour marquer des points et déclencher le pouvoir de notre faction. On pourra jouer des cartes scientifiques pour gagner des jetons de progrès qui nous donneront des pouvoirs spéciaux pour le reste de la partie. On pourra ramasser des cartes militaires pour pouvoir déclencher des conflits et essayer d'avoir plus de force militaire que nos voisins pour marquer des points avec les jetons de victoire militaire. Et on va essayer de ramasser aussi des cartes civiles bleues qui vont nous permettre de marquer des points de victoire. On va continuer ainsi jusqu'à temps qu'un des joueurs ait terminé les 5 étapes de sa merveille, ce qui va déclencher la fin de la partie. Et ensuite, on va passer au décompte final des points et le joueur qui marquera le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur doit recruter une carte parmi la pioche qui se trouve à sa gauche, la pioche qui se trouve à sa droite ou la première carte de la pioche qui est face cachée. Il va ensuite placer cette carte dans sa zone de jeu et va ensuite regarder s'il peut effectuer des actions spéciales, s'il a assez de cartes de ressources pour construire une étape de sa merveille ou s'il a assez de cartes scientifiques pour gagner un jeton de progrès ou si tous les jetons de conflits sont retournés du côté conflit. À ce moment-là, on va faire une phase militaire. Donc, mon premier joueur pourrait simplement prendre la carte ressources qui se trouve ici et va la placer dans sa zone de jeu. Comme il n'a pas assez de ressources pour construire une des 2 premières étapes de sa merveille, cela va mettre fin à son tour de jeu.
Les cartes grises sont des cartes ressources et vont nous servir à construire les étapes de notre merveille. Il existe 5 types de cartes ressources dans le jeu. On retrouve le bois, la brique, la pierre, le verre et les parchemins. Et pour pouvoir construire les étapes de la merveille, on doit avoir un certain nombre de ressources identiques ou des ressources différentes selon ce qui est indiqué sur chacune des pièces de notre merveille. Par contre, on doit toujours la construire de bas en haut. Donc, on doit commencer par les étapes du bas et ensuite, on va pouvoir faire la prochaine étape en montant jusqu'à temps qu'on réussisse à la compléter. Chaque étape de merveille va nous donner des points de victoire à la fin de la partie si elle est construite. Et certaines étapes avec des icônes spéciaux vont nous permettre de déclencher le pouvoir de notre faction qui est résumé sur l'aide de jeu de notre coffret. Le joueur vert, à son tour de jeu, pourrait lui aussi prendre cette carte, mais peut aller aussi dans la pioche qui est de l'autre côté ou aller prendre une carte de la pioche centrale. Il va décider de prendre ici la carte de pièce d'or. La carte de pièce d'or est une ressource Joker, donc elle sert à fabriquer les étapes de notre merveille, mais elle peut compter pour n'importe quelle des 5 ressources. Le joueur bleu, à son tour, décide d'aller recruter cette carte et la placer dans sa zone de jeu. Les cartes bleues nous offrent tout simplement des points de victoire qui seront cumulés à la fin de la partie. On revient donc au tour du joueur rouge qui va aller se chercher une deuxième carte de ressources de vert qu'il va placer dans sa zone de jeu. Maintenant qu'il a 2 ressources identiques, il est obligé d'aller construire l'étape de merveille qui demande 2 ressources identiques. Il va donc la retourner du côté construite et ça va lui faire 4 points de victoire pour la fin de la partie. Et il a l'icône spéciale de son pouvoir de faction qui est tout simplement de lui donner un bouclier pour les conflits militaires. Il va ensuite défausser ses cartes de ressources utilisées. On va pouvoir former une défausse à côté de chacune des pioches de joueurs et une défausse centrale pour les cartes neutres. Le joueur vert décide d'aller recruter une carte verte de science qu'il va placer dans sa zone de jeu. Lorsqu'il aura 2 symboles scientifiques identiques ou 3 symboles scientifiques différents, il pourra aller se chercher un jeton de progrès parmi les 3 qui sont face visible ou celui qui est face cachée sur le dessus de la pioche. On revient au joueur bleu qui va aller se chercher une autre carte bleue, mais celle-ci donne seulement 2 points de victoire, mais elle a l'icône du chat. Lorsqu'on va recruter une carte qui a une icône de chat, on va aller chercher le pion de chat, peu importe où il se trouve, qu'il soit au centre de la table ou en possession d'un autre joueur, et on va l'emmener dans sa zone de jeu. Ce pion vaut 2 points de victoire à la fin de la partie pour le joueur qui le possède, mais va aussi nous permettre de faire une action spéciale au début de notre tour s'il est en notre possession. Donc, à son prochain tour de jeu, s'il est encore en possession du pion de chat, il pourra regarder secrètement la première carte de la pioche avant de choisir laquelle des 3 il veut recruter pour son tour de jeu. On revient au joueur rouge qui, lui, ne s'intéresse pas trop à la science, donc il ne veut pas recruter aucune carte verte dans les 2 pioches de chacun de ses côtés. Il va donc aller chercher la première carte de la pioche de carte neutre et il va la placer dans sa zone de jeu. C'est une carte rouge militaire. Les cartes rouges vont toujours avoir un bouclier et vont avoir quelquefois 1 ou 2 icônes de corps sur celle-ci. Sur cette carte, on retrouve 2 icônes de corps. On va donc retourner face conflit 2 jetons de conflit, donc un pour chacun des icônes de corps de la carte militaire qu'on vient de recruter. Le joueur vert va aller se chercher un deuxième symbole scientifique identique. Il est donc obligé d'aller se chercher un jeton progrès. Il peut prendre un des 3 qui est face visible ou le premier de la pioche qui est caché. Les jetons de progrès peuvent nous donner des points à la fin de la partie selon certaines conditions ou peuvent nous donner des pouvoirs pour le reste de celle-ci. Il va opter pour le premier jeton de la pioche. Il va donc le placer devant lui. Ici, c'est un jeton qui lui donne un pouvoir. À chaque fois qu'il va recruter une carte ressource de bois ou de briques, il va pouvoir aller repêcher une nouvelle carte immédiatement. Il est limité à faire ce pouvoir une fois à chacun de ses tours. Lorsqu'il a choisi son jeton de progrès, il va aller défausser ses 2 cartes de symboles scientifiques identiques. On revient au joueur bleu qui est en possession du chat. Il peut donc aller regarder secrètement ce qui est sur la carte de la pioche. Une carte de carte neutre, c'est une ressource de pierre. Il peut donc choisir cette carte ou bien aller chercher une carte scientifique ou une carte bleue. Il va décider d'aller chercher cette carte et la placer dans sa zone de jeu pour ramasser une ressource. On revient au joueur rouge qui va aller se chercher une autre carte militaire. Celle-ci a seulement un bouclier, il n'y a pas d'icône de corps, donc on ne retournera pas de jetons de conflit sur la face conflit.
On passe donc au joueur vert qui, lui, va décider d'aller prendre cette carte militaire et la placer dans sa zone de jeu. Il y a une icône de corps. On va donc retourner face conflit, le dernier jeton conflit. À la fin de son tour de jeu, lorsque tous les jetons conflits sont du côté conflit, on va passer à une phase militaire. C'est là que les joueurs vont comparer le nombre d'icônes de boucliers qu'ils ont avec ceux de leurs voisins des deux côtés. Pour chaque voisin sur lequel on a plus de jetons boucliers, on va gagner un jeton de victoire militaire qui va nous rapporter 3 points à la fin de la partie. Commençons donc avec le joueur rouge qui a 1, 2, 3 boucliers. Le joueur vert a un bouclier et le joueur bleu n'a aucun bouclier. Donc le joueur rouge a plus de boucliers que ses deux voisins. Il va donc remporter 2 jetons de victoire militaire. Le joueur vert a plus de boucliers que le joueur bleu. Donc il va remporter seulement un jeton. Et le joueur bleu, lui, n'a pas plus de boucliers qu'aucun de ses voisins. Donc il n'en gagne aucun. Lorsqu'on a terminé la phase militaire, toutes les cartes militaires qui ont des icônes de corps seront défaussées. On ne défaussera pas celles qui n'ont pas d'icône de corps, donc les joueurs vont les conserver tout simplement. On va faire une défausse ici pour les cartes neutres. Et on va ensuite retourner sur le côté paix les jetons de conflit. Et la partie va se continuer, on va alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à construire les 5 morceaux de sa merveille, ce qui va déclencher immédiatement la fin de la partie. Et on va passer au décompte final des points. Premièrement, les joueurs vont cumuler les points des étapes construites de leur merveille. Donc ici, ça me fait 7 plus 6, 13, plus 5, 18... Plus 8, ça me fait 26 points pour avoir construit les 5 étapes de ma merveille. On va ensuite regarder les jetons de victoire militaire. Ici, j'en ai accumulé 6 pendant la partie. Donc 6 x 3, ça me fait 18 points. J'ai réussi à ramasser 2 jetons progrès qui me donnent des bonus de fin de partie. Celui-ci me donne 1 point par jeton de victoire militaire, ce qui me fait 6 points. Et pour celui-ci, si ma merveille est terminée, ça me fait 6 points. Et si jamais elle n'avait pas été terminée, ça aurait donné un bonus de 4 points. Donc je vais faire un bonus de 6 avec ce jeton de progrès. J'ai terminé la partie avec le pion de chat, ça me fait 2 points de victoire. Et je vais ensuite additionner mes cartes bleues. Donc j'ai 2 plus 3 plus 2, ce qui me fait 7 points avec mes cartes bleues. On va additionner tout ça ensemble pour faire notre score final. Et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a construit le plus d'étapes dans sa merveille qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Seven Wonders Architect. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Seven Wonders Architect? Donc, premièrement, c'est voulu que ce soit une version simplifiée, ça se veut une version familiale, une version d'introduction à l'univers de Seven Wonders. Donc, ils ont vraiment visé dans le mille avec le produit qu'ils nous offrent. Premièrement, j'ai été très surpris par la grosseur de la boîte. Je me disais, c'est juste un jeu de cartes avec quelques petits jetons. Pourquoi la boîte est immense comme ça? Et quand je l'ai ouverte, j'ai été agréablement surpris de voir tous ces beaux coffrets de rangement. Donc, tout est bien organisé, ça simplifie la mise en place, le rangement, c'est super rapide. Donc, on peut s'installer, tomber dans l'action rapidement avec tout ça. Donc, vraiment, chapeau pour un jeu qui sort en magasin et qui vaut à peu près une cinquantaine de dollars. Donc, d'avoir cette qualité de rangement-là, c'est quand même une très grande qualité. Donc, bravo pour ça. Ensuite, le visuel, c'est quand même très bien. On est encore dans l'univers de l'Antiquité avec toutes ces villes-là qui ont justement les 7 merveilles classiques qui sont ces 7 villes-là d'origine dans l'Antiquité. Donc, on a repris un peu le concept. Le thème de Seven Wonders est bien respecté. On a encore l'influence du militaire, on a l'influence des jetons de progrès, on a l'influence des cartes bleues qui peuvent nous donner beaucoup de points. On a le côté de construire notre merveille qui peut nous donner justement des petits pouvoirs uniques à chacune des villes. Fait que ça, c'est quand même très sympathique. Fait qu'on ressent l'essence qu'était Seven Wonders dans cette version simplifiée. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de très bien qui se joue quand même rapidement. Honnêtement, j'ai joué à 3 joueurs quand je l'ai essayé.
Je pense que ça nous a pris à peine entre 15 et 20 minutes, donc c'est vraiment un tempo très rapide. On joue pas tout le monde en même temps, contrairement à Seven Wonders, mais les tours de jeu sont tellement rapides que ça roule rapidement autour de la table. Donc on choisit une des cartes, je prends la carte à gauche, la carte à droite, ou je prends une carte au hasard sur la pioche que je connais pas trop l'identité. Donc c'est ça le choix que j'ai à faire à mon tour de jeu. Ça reste des décisions intéressantes parce que justement, on peut investir dans plusieurs choses. Je peux essayer de me spécialiser en militaire et de déclencher des conflits souvent pour pouvoir gagner des jetons de victoire militaire. Je peux essayer d'aller me chercher des progrès pour gagner différents pouvoirs qui sont quand même qui sont très intéressants et qui vont rajouter une couche dans ma stratégie. Je peux essayer d'aller chercher le pion de chat pour me donner l'option de voir la carte au milieu avant de choisir. Donc ça me fait un choix sur 3 cartes visibles à ce moment-là. Fait que ça devient plus intéressant. Fait qu'il y a quand même des petites subtilités aussi. Je peux essayer de faire la course à la merveille, aller déclencher les pouvoirs de ma faction qui peuvent me donner un avantage, qui peuvent me permettre, comme on a vu dans l'exemple, de gagner des boucliers militaires. On a certains pouvoirs de faction qui vont permettre de gagner des cartes, de piocher un certain nombre de cartes et d'en conserver une dans la zone de jeu, d'aller chercher une carte à gauche, à droite. Il y en a un qui donne juste beaucoup de points de victoire mais qui n'aura pas de pouvoir. Fait que chaque petite ville va avoir sa petite saveur à elle. C'est aussi très sympathique. De plus, les decks des différentes factions sont un peu différents. Il n'y a pas une grosse différence. Donc, la faction rouge, qui est le colosse de Rhodes, par exemple, c'est une faction axée un peu plus sur le militaire. Donc, je pense qu'au lieu d'avoir 3 ou 4 cartes militaires, il y en a une de plus dans leur deck. Puis, ils vont peut-être avoir une carte de ressources de moins, ou une carte jaune de moins, une carte bleue de moins dans leur deck, pour avoir une carte rouge supplémentaire. Fait que oui, il y a des petites modifications entre les decks de chaque ville pour refléter un peu l'aspect de cette ville-là. Donc, on peut ressentir ça aussi dans le thème puis dans l'immersion pour chacun de ces peuples antiques. Les règles sont super simples, le livret d'instruction est très bien écrit, très bien représenté. On lit puis on se pose pas de questions, on peut se lancer dans notre partie immédiatement. L'iconographie très facile à prendre en main, que ce soit le symbole avec les icônes de chat sur les cartes bleues, les petits icônes de corps sur les cartes militaires, les icônes de ressources aussi. Tout est facilement discernable pour savoir si c'est des ressources identiques ou différentes, c'est assez évident. Donc l'iconographie très bien réussie, c'est facile de se lancer là-dedans. Donc c'est un jeu qui se veut familial, qui se veut simple, donc il faut que ce soit facile à assimiler, puis je pense que c'est très bien fait dans son cas. Pour les côtés négatifs, comme ses prédécesseurs, que ce soit Seven Wonders Duel, j'ai remis une petite feuille de scoring pour comptabiliser les scores des joueurs. C'est quelque chose qui a été très sympathique à avoir à l'intérieur de la boîte. Sinon, pour évidemment le côté profondeur, on est dans un jeu plus familial, plus de surface. C'est pas un jeu qui a des gros impacts stratégiques sur nos décisions. Donc oui, on a un choix sur 3 cartes, 2 cartes et demie, parce qu'il y en a une qu'on connaît pas. Mais bref, on a quand même des décisions intéressantes, mais c'est pas un jeu qui va vous emmener dans une stratégie très très profonde. Donc, il faut être conscient de ça. Puis c'est aussi un jeu que j'aurais aimé que les decks aient un peu plus de variété puis reflètent un petit peu plus leur faction. J'aurais peut-être essayé même de cacher une carte spéciale dans chacun des decks. Quand elle se révèle, ça nous donne un petit pouvoir, un petit bonus à nous autres. Fait que ça peut nous inciter à aller dans notre deck un peu plus pour essayer de sortir cette carte spéciale-là. C'est un petit ajout qui aurait pu être intéressant ou des idées qui peuvent être exploitées peut-être dans une extension. Somme toute, j'avais pas beaucoup d'attentes envers ce jeu-là. Je me disais, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une version simplifiée de Seven Wonders? Puis honnêtement, après l'avoir joué, c'est là que j'ai réalisé qu'ils ont fait vraiment un beau travail d'édition, puis que oui, Seven Wonders, ça reste un jeu qu'on qualifie souvent de jeu d'introduction, mais c'est pas un jeu qui est si simple que ça, le Seven Wonders de base. Puis je prends toujours comme exemple, est-ce que je ferais jouer ma mère, qui joue pas vraiment des jeux de société à part que Scrabble, à Seven Wonders de base? Je pense qu'elle aurait de la misère à saisir tous les concepts avec le draft, la gestion des ressources, acheter des ressources à tes voisins et tout ça, toute la gestion pour acheter les cartes. Donc il y a quand même plusieurs éléments qui sont là. Puis des gens qui sont vraiment pas initiés aux jeux de société, je pense que Seven Wonders, c'est peut-être un peu trop d'un seul coup. Par contre, je ne serais pas gêné d'essayer d'apprendre Seven Wonders Architect à ma mère. Puis je pense qu'elle embarquerait parce que le jeu te prend vraiment bien par la main et te offre un système facile à assimiler, une iconographie super simple. Fait que c'est vraiment des très très belles qualités pour un jeu d'introduction ou un jeu familial. Donc une belle réussite pour moi, Seven Wonders Architect. Donc je vais lui donner une note de B+. Très bon jeu qui connaît vraiment le public cible auquel il s'offre et qui le fait vraiment très bien avec
super beau matériel, du beau rangement avec les petits coffrets, les inserts, vraiment très sympathique, le gameplay vraiment le fun, tempo rapide, puis chaque petite décision est quand même intéressante, donc d'essayer de faire des différentes petites stratégies avec les cartes militaires, les cartes scientifiques, etc. Donc vraiment très très bien pour moi, le Seven Wonders Architect. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de novembre 2021, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Mini Rogue. Notre question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori pour initier des nouveaux joueurs aux jeux de société moderne? Donc, laissez-nous votre réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Si vous nous supportez aussi sur Patreon pour au moins 5 $, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous appréciez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.